Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi, l'ambassadeur Ezzedine Zani, l'écrivain Kapou Ernest Tigori et Fofana Kabinet. Vous êtes analyste politique. Merci à vous trois d'être restés avec moi pour cette dernière partie. La présidentielle prochaine au Zimbabwe est prévue pour 2018. Mais qu'attendre de cette présidentielle? Nous avons posé la question à l'analyste politique Franklin Nyamzi. On l'écoute, on en parle après. Sans au moins un triple changement. D'abord, la jeunesse de sa population, qui est à environ 17 millions de personnes maintenant, et qui en très grande partie n'a pas vécu la guerre d'indépendance des années 70-80, 60-70-80, cette jeune population attend une société capable d'héberger ses aspirations de modernité, de bien-être, de liberté et de prospérité. Le deuxième changement qu'attendent forcément les Zimbabwéens, c'est la sortie du cycle de la politique de la violence. Le président Mugabe s'est parfois lui-même présenté comme étant un diplômé ou un spécialiste en violence politique ou en violence historique. Or, en réalité, il y a un Zimbabwe nouveau qui souhaiterait que les grands conflits politiques ne soient plus arbitrés par les expropriations, les expulsions, ne soient plus arbitrés par les emprisonnements ou les règlements de compte physiques. Le troisième grand changement que le Zimbabwe attend, c'est la sortie définitive de la terrible crise économique qui l'a frappé depuis 2001-2002, qui a jeté de nombreux Zimbabwéens sur les routes périlleuses de l'Afrique du Sud, où ils ont connu les affres de la xénophobie identitaire. Et j'ai l'impression que les choses sont un peu mal parties, parce que d'une part, le ZANU-PF, donc le parti de l'indépendance et le parti que dirige le président Mugabe, est en train de se diviser dès lors qu'il se sent obligé de limoger son vice-président et ancien compagnon de lutte. Mais on constate également que l'opposition incarnée par le MDP de M. Morgan Tsvangirai est en difficulté. Donc on a un champ politique zimbabwéen qui est potentiellement fracturé. Monsieur l'ambassadeur, je l'ai dit, la prochaine présidentielle, c'est prévu pour l'année prochaine, pour 2018. Que peut-on espérer, que peut-on attendre de cette présidentielle? Il n'est pas exclu que l'alternance soit effective. Moi, je n'exclus rien. D'accord. D'abord parce que, vu l'âge de M. Mugabe, oui. Bon, c'est Dieu qui gère notre monde. Bon, il peut décéder avant. Donc, on lui souhaite encore longue vie. De voilà. Donc, s'il n'est plus là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça aussi. Tout à l'heure, dans votre VTR, j'ai vu quelque chose qui m'a fait mal. Oui. Très mal. C'est cette justification constitutionnelle pour le limogeage du vice-président. Ils ont trouvé toutes les entourloupettes, même les alinéas, ils les ont trouvés. Voyez-vous, donc c'est fou ce qu'on peut quand même déformer les textes constitutionnels pour faire plaisir au chef, voyez-vous. Et là, c'est là, si vous voulez, que réside, si vous voulez, le diable. C'est dans les détails. C'est dans les détails. C'est dans les détails. Et ça, à mon avis, ça ouvre la porte, justement, à toutes les supputations, à toutes, si vous voulez, ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que, à mon avis, qui sait aussi, est-ce que sa femme va être acceptée aussi? C'est une question qui se pose. Parce que finalement, vous savez, les expériences que nous avons eues au Sierra Leone, au Malawi, oui. des femmes présidentes, elles n'ont pas tenu longtemps. Mais au Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf a tenu quand même 2 mandats. Fort heureusement, oui. Parce qu'elle était soutenue par les Américains. C'est vrai que Joyce Panda a eu des difficultés de l'autre côté voilà. des frontières. Mais parce que, si vous voulez, nous ne sommes pas encore habitués, nous, en Afrique, à avoir une femme prendre les rênes du pouvoir chez nous. Est-ce que c'est normal
jusqu'à présent, après toutes ces années de libération, c'est une question à poser. Ah, ce que vous dites, ce que dit l'ambassadeur est très intéressant et pertinent. Au fond, si Grace Mugabe, qui a aujourd'hui 52 ans, donc la femme du président, hérite du pouvoir, soit par vacances parce que le mari est malade ou décède, elle va avoir des difficultés tout simplement parce qu'elle est une femme? Bon, je crois que c'est vrai, on n'a pas eu beaucoup de chefs d'État, c'est pas exclu, c'est pas exclu. Mais pensez-vous à l'opposé que, étant donné qu'elle est jeune, on l'a vu dans l'élément qui est passé, M. Nyamzi dit la jeunesse zimbabwéenne a besoin de modernité. Est-ce que le jeune âge de Mme Mugabe, enfin le jeune âge relatif de Mme Mugabe peut justement jouer en sa faveur, à la faveur de cette modernisation de la vie? Mais à 52 ans, on n'est pas jeune pour diriger un pays. Mais non. En fait, le vrai problème, c'est qu'elle devient chef d'État parce qu'elle est l'épouse de Mugabe. C'est ça. Parce que pour diriger un pays, on a besoin d'un certain nombre de choses. Et je ne crois pas que le mariage puisse suffire comme légitimité pour pouvoir diriger un pays. Mais elle n'aurait pas la légitimité de diriger un pays parce qu'elle est la femme du président? Disons qu'une succession, après que le mari lui-même ait fait près de 40 ans, oui, et qu'après, lui, ça soit son épouse... Ça lui fait perdre toute compétence et toute légitimité pour diriger le Zimbabwe? Je crois que ça serait quand même une confiscation, on peut le voir comme une confiscation du pouvoir dans un foyer. Il ne faut pas qu'on tourne autour des choses. Si cette dame n'avait pas été l'épouse de Mugabe, je ne pense pas qu'aujourd'hui on parlerait d'elle dans la question de la succession. Donc, non. Même si elle se fait élire? Même si elle se fait élire, mais dans tous les cas, Mugabe, ça fait 20 ans que le Zimbabwe ne veut plus de lui, mais se fait élire. Hein. Ah bon? Donc elle peut se faire élire sans qu'on veuille d'elle. Là n'est pas la question. La question, c'est que nous devons aujourd'hui, à l'occasion, c'est Dieu seul qui décide de la vie des uns et des autres, à l'occasion de ce départ, ce prochain départ, compte tenu de son âge, hein, de Mugabe, nous devons chercher à ce que le Zimbabwe se donne un nouveau souffle, je vous en prie. Et nous n'allons pas rester. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'espère que cette guerre entre Grace Mugabe et M. Mnangagwa va déboucher sur l'affaiblissement de ce parti pour qu'il libère tout simplement les Zimbabwéens. Parce que la légitimité historique de M. Mugabe ne peut pas constituer un emprisonnement de tout le peuple du Zimbabwe. Voilà, il faut sortir de là. M. Fofana, alors le défi, il est aussi et surtout économique. Comment pensez-vous, l'analyse politique que vous êtes, de quel levier dispose effectivement le pays pour sortir de la situation économique actuelle? Vous avez 800 mines qui potentiellement peuvent générer plus de 10 milliards par an, mais qui en génèrent moins de 2 milliards parce qu'il n'y a pas de courant, parce qu'il n'y a pas d'énergie pour les faire tourner. De quel levier dispose ce pays justement pour sortir de cette situation économique difficile selon vous? Non, mais c'est extrêmement difficile que ce soit Mugabe qui continue à exercer le pouvoir ou que ce soit sa femme ou que l'opposition qui arrive. C'est difficile parce que le prochain président ou la prochaine présidente va hériter d'une situation économique catastrophique qui frôle une crise. À ce point, ça va être difficile pour la personne qui viendra. Et tout de suite, le confrère parlait de cette fracture dans la perception et même dans la façon dont les gens perçoivent un peu les besoins. Les jeunes aujourd'hui ont besoin de s'épanouir, d'être un peu comme les jeunes de toutes les capitales africaines. Ce défi, c'est un défi extrêmement important, mais à côté de ce défi, il y a un défi politique, parce que est-ce qu'il faut percevoir ce simple changement automatique du pouvoir comme la clé qui va tout de suite changer la situation? Je ne pense pas, parce que la crise a atteint un niveau où on a fortement besoin, dans un départ, de l'accompagnement de la population. Il faut que les gens acceptent, qu'ils se disent oui, nous avons connu des temps difficiles avec Mugabe, le marasme économique qu'il a instauré, on a besoin d'accompagner la personne qui viendra. Est-ce que Mugabe, on va lui offrir cette opportunité? Je ne crois pas. Cela n'est possible que dans le cadre d'un changement, mais que ce ne soit pas une simple passe-passe entre Mugabe et sa femme. Et parlant de légitimité, la seule légitimité que Mugabe a, c'est dans la violence. Il se fait appeler expert de la violence, il fait régner la violence. Les gens sont réprimés, on a vu la répression qui a été faite
des émeutes de la faim, c'est tout le temps que les gens ont peur, ils sont résignés, ils se mettent dans une disposition du genre on va attendre que Mugabe se tire très doucement et que cette alternance soit possible. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur. Oui, moi, je voudrais revenir à un mot que vous aviez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez parlé de cette grande dame qui est Grace. J'espère qu'elle sera une véritable grâce pour ce pays et pour ce peuple. Mais est-ce qu'elle incarne réellement le changement après le départ de son mari? On ne le sait pas. Voilà, toute la question est là, parce que les prémices, on peut les voir. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas analysé les discours, si vous voulez, bouillonnants qu'elle faisait avec les femmes et tout. Quel est le programme? En tout cas, elle a le soutien d'une grande partie des Zimbabwéennes. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est suffisant pour arrimer ce pays malheureux, si vous voulez, ce pays délaissé comme ça, pour l'arrimer aux nations qui ont quand même fait un effort sur la voie du développement. À côté du Zimbabwe, il y a le Botswana. Et le Botswana, maintenant, il fait des prouesses économiques. Absolument. Il réalise des prouesses. Voilà, parce que la gouvernance est là. Ouais. Enfin, elle est différente, mais elle est là. Oui, je voulais juste ajouter au niveau des atouts, comme vous avez demandé. Les atouts d'un pays, c'est quoi? C'est les richesses naturelles. Oui, et il y en a beaucoup. Et ce sont les hommes. De l'or, du diamant. Le Zimbabwe ne manque pas de richesses naturelles. Il y en a Maintenant, beaucoup. Au niveau des hommes, mais il faudrait que Mugabe et l'ensemble de l'opinion zimbabwéenne comprennent que les Blancs qui sont là, ce sont des Zimbabwéens. Qu'il faut les impliquer dans la gouvernance et dans la gestion du pays. Et vous savez, le général de Gaulle disait en 1962, le grand regret qu'il a eu après les accords d'Évian, c'est que l'Algérie se soit séparée de sa population la plus productive et la plus formée. Et c'est vrai. Le million d'Européens qui sont sortis d'Algérie, mais jusqu'aujourd'hui, je pense que l'Algérie ne s'est peut-être pas encore suffisamment remis. Il faut qu'on sorte les Africains de cette façon de voir la nationalité comme une question de couleur ou d'ethnie. Les Blancs, les Rhodésiens au Zimbabwe, ce sont des Zimbabwéens. C'est vrai qu'il y a eu des histoires, il y a eu la ségrégation, il y a tout ce que vous voulez. Mais il faut avoir l'attitude de Mandela. Il faut avoir l'attitude de Mandela pour dire qu'aujourd'hui, la situation change et que nous devons œuvrer dans le sens de la cohésion nationale. Parce que ces Blancs qui aujourd'hui, il ne reste que quoi, que 30 ou 40 000, alors qu'ils étaient près de 300 000. Ça veut dire qu'ils sont là. Vous dites les choses si simplement et si facilement. Est-ce que c'est facile, quand on sort d'une histoire comme celle que le Zimbabwe a connue, de faire l'équilibre? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est simple? Mais rien n'est simple. Voilà, donc... Rien n'est simple. Mais il ne faudrait pas que chaque fois nous excusions ceux qui se laissent aller à la facilité. Et les Américains, après la guerre de sécession, ils prennent 1 million de morts, mais ils ont fait la paix. Et moins d'un siècle après, ils dirigeaient le monde. Donc il faut qu'on arrête de dire non, 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 les Blancs ont été ségrégationnistes, donc Mugabe a raison de les brimer. Mais avec cette mentalité, l'Afrique ne peut pas avancer, parce que même dans nos pays où il n'y a pas de Blancs, je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, entre les gens du Nord et les gens du Sud, mais il y a eu des morts. Mais à un moment donné, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Ah non, 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 il faut sortir de ça. Il ne faudrait pas que, aujourd'hui, les Blancs du Zimbabwe se sentent comme piégés, ils sont exclus, ils sont rejetés de la nation zimbabwéenne. Mais c'est une faute grave. Non, et ça, je pense que le Zimbabwe, l'économie du Zimbabwe le paye. Il faut que vous corrigiez quelque chose dans votre discours, parce qu'il ne faut pas biaiser non plus la situation du Zimbabwe. Vous avez 70% des terres quand on sait que ce pays dépend en grande partie de l'agriculture. Comment faire pour qu'une petite minorité, peu importe sa couleur, ne confisque pas 70% ça, c'est fini, ça. Non mais, oui, mais vous parlez de brimade. Ce n'était pas 70%, c'était 49%, bon, en tout cas, pour 30% des Blancs. Mais c'est fini, ça, c'est passé. Oui, c'est passé. Nous n'allons pas aujourd'hui en vouloir aux Blancs parce qu'il y a l'esclavage il y a des siècles. C'est fini, il faut avancer.
Il faut avancer. Mais personne n'a dit ça. On va sortir. De toute façon, il faut éviter la simplification. Oui. Très rapidement, monsieur l'ambassadeur. Oui. On le voit, on l'a vu ces dernières années, l'étau s'est desserré quand même, d'une certaine manière, autour de lui, je vais dire, du point de vue de ses relations avec l'extérieur. C'est quoi? Une résignation, c'est dit, bon, de toute façon, il est incorrigible, on le laisse le temps qu'il finisse sa vie, c'est cela. Faut-il voir ça comme ça? Comment expliquer effectivement que, du coup, ses partenaires soient devenus ces dernières années un peu plus débonnaires vis-à-vis de lui? Non, moi je crois que c'est beaucoup plus cynique que ça, voyez-vous, du côté occidental. D'accord. Oui, vous savez que l'Occident, il faut le comprendre. Au départ, Mugabe dérangeait, parce que les Occidentaux avaient peur qu'il fasse des émules. Voyez-vous, qu'il fasse un tout petit peu tache d'huile un peu partout en Afrique. Et là, la situation deviendrait incontrôlable. Donc, on essayait quand même de, enfin, le terme de le mater, de lui dire que, bon, bah, vous n'êtes pas là pour donner des leçons, etc., etc. Et puis, petit à petit, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas ça. Que le Mugabe n'a pas fait d'émules, que sa chevauchée militaire en RDC n'a pas donné des résultats convaincants. Donc on commence quand même à douter. Bon, donc alors, au fond, il est moins dangereux qu'on le croyait. Voilà, c'est ça. Donc autant le laisser, je ne dis pas, peut-être le terme est un peu dur, moisir, mais bon, ils vont le laisser. Déjà c'est une punition pour lui qu'il soit dans cette situation. Voyez-vous, un pays, je ne dis pas incontrôlable, mais un pays ingérable, une situation catastrophique, des gens qui fuient. Et tout ça. Qu'est-ce que l'Occident demande de mieux pour avoir par la suite une poire toute mûre, facile à cueillir? Donc, ils viendront au Zimbabwe investir une fois que ce monsieur aurait quitté le pouvoir. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur, d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de la Tunisie en RDC, République démocratique du Congo. Vous êtes ancien conseiller politique principal du représentant spécial des Nations Unies, chef de la MINUSMA, mission des Nations Unies pour le Mali, et vous êtes par ailleurs secrétaire général du Centre tunisien des études pour la sécurité globale. Merci, Excellence, d'avoir participé à ce débat sur le Zimbabwe. Kaku Ernest Tigori, vous êtes homme politique, écrivain, auteur de Pauvre Afrique, tu te relèveras. Il y a de l'espoir et de l'optimisme. Ah oui, il faut espérer. Dans votre livre, vous avez aussi écrit Le Souverain Noir. Merci, Souverain Noir, publié aux éditions Le Panthéon, et Pauvre Afrique, tu te relèveras, publié aux éditions Assanglo. Merci, M. Tigori. C'est moi qui vous remercie d'avoir participé à ce débat. Fofana Cabinet, vous êtes vous analyste politique, président de l'Association guinéenne des sciences politiques. Merci à vous également d'avoir accepté de participer à ce débat sur la vie politique du Zimbabwe et son avenir proche. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.